Bonsoir à tous et à toutes, et comme à l'accoutumée, tout au long de cette émission, nous répondrons à vos questions Internet, Facebook et Twitter via le hashtag sans détour NC. Et ce soir, sans détour, dans le cadre de la semaine dédiée à Wailu, nous avons décidé d'ouvrir un débat concernant justement l'urbanisme sur terre coutumière avec une question de fond. Après des éboulements, des inondations, des catastrophes naturelles, des glissements de terrain, quel urbanisme faut-il prévoir sur les zones dites sensibles en Calédonie et sur les terres coutumières? En clair, comment organiser avec les personnes concernées le foncier coutumier en respectant le lien à la terre, et ce, dans une idée de évaluer et prévenir les risques éventuels. Autant de questions que nous allons aborder avec nos invités en direct, présents ce soir sur ce plateau. Pascal Sawa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Wailu. Merci d'être avec nous ce soir. Jean-Brice Ehrenschmidt, bonsoir. Vous êtes le président du GIE Océanide et co-auteur avec Pierre-Yves Lemeur de cet ouvrage, paru aux éditions Province Nord, IRD et Océanide, Politique foncière et dynamique coutumière en Nouvelle-Calédonie et dans le Pacifique. Avec nous aussi Éloi Boé, bonsoir. Vous êtes sénateur coutumier de l'ère Aïdjéaro et vous êtes ancien maire de Wailu de 1983 à 1989. Séverine Bouard, bonsoir. Vous êtes le deuxième chercheur de cette soirée. Vous êtes chercheur à l'Institut agronomique calédonien et auteur aussi de cet ouvrage, La ruralité kanak, à la recherche d'un modèle décolonisé, paru au Vent des Îles, et en sous-titre, Une politique de développement à l'épreuve de la territorialisation. Voilà. Et enfin, nous avons avec nous une architecte. Bonsoir. Vous êtes José Laurent Sanui. Vous êtes présidente de l'Ordre des architectes en Nouvelle-Calédonie, de Nouvelle-Calédonie, devrais-je dire plus précisément. Alors, avant d'ouvrir le débat, un petit mot avec vous, monsieur Pascal Sawa. Vous êtes le maire de Wailu. Je le répète, il y a 8 jours, on a retrouvé un corps dans les éboulements, puisqu'il y avait des disparus. Quelle a été l'émotion, la réaction de la population sur place ? Donc l'émotion elle a été forte suite à la découverte de ce nouveau corps. Il en reste encore 2. Donc il y a toujours beaucoup d'émotions sur les 2 tribus. On poursuit les recherches encore aujourd'hui, demain, pour espérer trouver les derniers disparus. Est-ce qu'il y a eu, monsieur Éloi Boé, aussi de l'espoir, de la joie aussi de retrouver quand même un disparu? Je ne vais pas compliquer les choses, mais vous savez que nous, on a la coutume. Quand quelqu'un décède, c'est le corps qu'on rend. Et c'est difficile pour nous de faire le deuil si on ne rend pas le corps. Alors quand ils ont découvert le corps, ça fait partie de la joie parce qu'on rend aux oncles maternels le corps. Monsieur Sawa, l'étude dont on a parlé dans le journal d'information, elle rend des conclusions. Est-ce que l'activité humaine, pour aller droit au but, est mise en cause, à savoir l'activité minière ? L'activité minière sur l'éboulement qui a coûté la vie à plusieurs personnes n'a pas participé directement au déclenchement. C'est plus la nature des sols associée à la forte pluie du 22 novembre, pluie exceptionnelle, qui ont déclenché les éboulements de terrain. Mais on a bien noté qu'il y avait quand même pas mal de zones où les départs des éboulements n'étaient pas directement liés avec l'ancienne mine qui est sur le massif. Voilà pour l'actualité immédiate. On va parler donc des règles à observer maintenant en matière de zones à risque. Et pour illustrer ce propos, on va d'abord regarder ce reportage au Mont d'Or d'Antoine Le Teneur et Nicolas Fasquelle. Ils se sont rendus à la coulée sur des zones classées à risque avant que le PUD de la commune ne soit validé. Regardez. La coulée, derrière le paysage idyllique d'un bord de rivière paisible, un cadre rapidement désenchanteur, un secteur en éternel sursis, toujours menacé par les inondations. Dans les années 80-90, il y avait des crues qui atteignaient les 3 mètres. Et donc j'ai vu une personne âgée sur le toit d'une maison. Il a fallu être élytré en pleine nuit. Et quand vous voyez ça, vous essayez de sensibiliser les administrés à ce problème d'inondation qui est quand même majeur sur une commune. À chaque cyclone, à chaque forte précipitation, voilà le spectacle de la coulée. Le lotissement Hardimani, transformé en Venise du Pacifique. Malgré les curages, la zone, toujours inondable, est classée zone à risque. Les services techniques de la ville, c'est ici qu'on délivre les permis de construire.
toujours en fonction des études hydro-morpho-géologiques. Elles ont recensé depuis plus de 20 ans toutes les parcelles inondables. C'est ce qu'on peut voir sur ces plans, donc un code couleur qui part du bleu au rouge, pour faire simple, avec une déclinaison des aléas liés au risque. Donc voilà la déclinaison de l'aléa faible, moyen, fort à très fort. Les aléas très forts pour des parcelles inconstructibles ou à risques extrêmes d'inondation. Près de 220 terrains sur les 7800 parcelles du Mont d'Or font partie de ces zones rouges à risque et la mairie est obligée de le signaler aux propriétaires. La personne a été informée du caractère inondable de sa parcelle? Oui, c'est bien ça a été situé sur l'article 3. Ok. On lui a passé un petit coup de fil en plus? C'est ça. Ça peut se faire par différents moyens, un rendez-vous avec un instructeur du service de l'urbanisme, durant lequel il lui est remis les renseignements d'urbanisme. Donc on l'informe que sa parcelle est ou non inondable. Voilà. Après, il y a une autre possibilité, c'est le renseignement d'urbanisme qu'on adresse systématiquement au notaire dans le cadre de transactions foncières ou de succession. Tout acte de vente souligne donc cet aléa très fort d'inondation. En revanche, la mairie ne peut pas légalement demander la destruction des habitations implantées dans ces zones. Et c'est le cas de toutes les parcelles du lotissement Hardimany en bordure de la coulée. Mais si d'aventure un nouveau propriétaire demandait ici un nouveau permis... Il faut savoir que si demain on lui accorde un permis de construire, sachant qu'il y avait un risque, l'usager pourrait se retourner contre la ville. Donc vous pouvez lui rendre service un moment, le jour où il inonde, il mettra la ville en contentieux. C'est pour cela que la mairie invite les futurs propriétaires à se renseigner auprès du service de l'urbanisme. Une démarche qui semble être de plus en plus rentrée dans les mœurs des administrés du Mont d'Or. José Laurent Sanui, justement, vous êtes architecte. Quelles recommandations on doit faire aux populations et aux différents intervenants pour respecter cette marche à suivre? Mais écoutez, ce qui a été dit dans le reportage, à savoir que la première des choses, c'est aller se renseigner en mairie pour prendre connaissance de ces cartes qui ont été faites, qui répertorient toutes les zones inondables, aléas très forts, aléas forts, moyens, faibles, etc. Étant donné que chacune des zones, aux aléas différents, ont des prescriptions différentes. 14 communes sur 33, c'est pas beaucoup. Le PUD, c'est le seul outil dont disposent les populations? Non, le PUD, non, absolument pas. C'est-à-dire qu'il y a des communes qui n'ont pas de PUD encore actuel, mais par contre, les provinces ont des comités d'aménagement et d'urbanisme vers lesquels peuvent se diriger les propriétaires pour avoir tous les renseignements sur leur terrain. Votre réaction, Monsieur Ehrenschmidt, quand vous entendez par exemple ce type de problématique en Calédonie où on n'a pas tout organisé finalement pour que les choses se passent le mieux possible. Alors la perfection, dit-on, n'est pas de ce monde, mais qu'en pensez-vous ? Oui, alors de loin pas. La plupart des communes rurales, en particulier en province nord, qui sont souvent très exposées justement à des aléas, parce qu'il y a de la pente, parce que la côte est très arrosée, etc. Très souvent, les communes n'ont absolument pas ces outils de connaissance. On manque crucialement d'études. En revanche, il faut savoir que quand on travaille sur ce genre de problématiques sur le terrain, il faut bien penser aussi à la mémoire des gens. On l'a vu tout à l'heure, on voyait monsieur du Mont d'Or qui se souvenait d'un vieux monsieur sur un toit. Eh bien, vous allez dans n'importe quelle tribu, dans n'importe quelle commune, il y a des gens qui connaissent les risques, qui ont connu les lieux où on a des risques, et il y a une mémoire collective qui est là. Et donc, c'est quand même une source d'information qui est très importante et dont on pourrait tenir compte aussi. Il n'y a pas que le réglementaire ou bien les études. C'est-à-dire se baser sur la mémoire des gens pour ne pas aller s'installer là où on risque quelque chose. C'est ce que vous voulez dire ? Absolument. Il y a la mémoire des gens. Non seulement pas s'installer effectivement pour des installations nouvelles. Après, il faut bien se rendre compte qu'il y a des différences générationnelles. Nous, on a travaillé dans des tribus où vous avez effectivement des anciens qui connaissent les risques, qui savent où c'est inondable et qui pour autant ne veulent pas se déplacer et ont l'habitude de ces inondations, ont l'habitude de se déplacer. Je pense à la tribu de Werap, par exemple, à Yengen, où les anciens, ça ne les dérangeait pas finalement, ils n'avaient pas grand-chose. Aujourd'hui, les jeunes générations ne raisonnent plus de la même manière et effectivement aimeraient pouvoir s'appuyer sur des documents administratifs aujourd'hui. Votre approche à vous, Madame Boire, qui êtes dans la ruralité, la ruralité kanak? Le premier, il me semble que c'est surtout
comme l'a dit l'architecte, la question c'est de se retourner vers les mairies, mais en fait aussi pour ces mairies rurales qui ont beaucoup de terres coutumières, elles ont quand même un défi supplémentaire du fait que ces terres coutumières, on n'a pas justement tous ces documents qui permettent à la population de pouvoir se renseigner avant de s'installer, même s'il y a toute cette mémoire qui existe. Après, il me semble qu'il y a quand même des phénomènes qui sont quand même à l'œuvre, avec justement des communes où les gens dans les tribus étaient installés le long des rivières, et certains GDPL sont donc des terres réattribuées par la DRAF, sur lesquelles peuvent s'installer des jeunes dans des zones où les jeunes font le choix de ne plus se mettre dans ces zones inondables. Donc on a des réorganisations comme ça spatiales qui sont à l'œuvre dans certaines tribus, mais pas forcément toujours très faciles à organiser, plutôt d'un point de vue social, je pense. Alors on parle de mémoire, Pascal Sawa, en 2011, il y a déjà eu des problèmes. Inondations, on se souvient, le maire de l'époque était Valentine Risouquet. Est-ce qu'une évaluation des risques a été faite à ce moment-là, et est-ce on s'est servi de ça pour aujourd'hui prévoir les choses ou pas ? Donc il y avait effectivement eu une première étude qui avait été faite par un bureau d'études à l'époque. Ça nous a pas servi, ça n'a pas servi à l'époque à l'ancienne mandature pour aller plus loin dans la réflexion. Elle s'est vite retrouvée face au problème, on va dire, de confrontation avec les différents clans et avec les différentes tribus qui étaient directement impactées par l'aléa. Monsieur Éloi Boé, vous qui êtes vous avez été maire de 83 à 89, ces questions-là, est-ce que vous les connaissez, et comment est-ce que vous avez mis à bon escient pour prévenir les choses pour la suite et voire informer les jeunes générations ? Je rappelle simplement, c'est que bien avant toutes ces choses-là, c'était pas comme ça. Je prends la tribune de Neuillo, c'est une tribu qui est habitée par les gens là. Aujourd'hui, c'est chaque fois inondé. Chaque fois une pluie, c'est inondé. Mais c'est pas lié. Tous les vieux, ils ont habité là bien avant. Pourquoi c'est inondé aujourd'hui? Alors je crois qu'il ne faut pas éliminer la question de mine. C'est celui-là qu'il faut qu'on traite aussi. Parce que faire un lotissement à l'intérieur d'un espace où on va appliquer le PUD, mais il ne sert à rien. Il ne va rien servir parce que l'espace, moi je parle de mon espace, l'espace chez nous, ça manque. Nous on a deux rivières, la Méré et la Niawa, la Cameroun. Mais au-delà de ça, c'est des montagnes. Mais montagne à mine. Il n'y a plus d'espace pour aller. Donc, si on doit se déplacer, effectivement, il faut trouver une solution. Mais ça ne règle pas la question de fond. C'est qu'on peut faire des lotissements, mais chaque fois, quand on est inondé, c'est comment on fait? Est-ce qu'on se déplace? Je prends le cas. Si on doit aller chez lui de l'autre côté, parce qu'il y a plus d'espace et il y a moins de problèmes de pollution, on pourra. Mais c'est ce que je disais, on a vu avec Pascal, c'est que c'est la concertation entre les clans. C'est comment on arrive à ajuster ça avec. Si nous, on doit se sortir pour aller dans un autre endroit que l'espace habituel où on habite. Il suffit simplement qu'on se dise les choses entre nous. Et ça, il y a des choses comme ça qui sont faites à une certaine époque. Alors, Monsieur Savoie, Monsieur Boé nous dit que les mines sont responsables. Est-ce qu'on peut parler d'autres responsabilités, les lâchers d'eau, la déforestation? Est-ce que ces choses-là contribuent à ce que des zones sensibles le deviennent encore plus? Et en fait, c'est l'association de toutes ces actions qui dégradent l'environnement et qui dégradent notamment le couvert végétal. Donc ça sensibilise en fait le couvert végétal, et ça glisse plus facilement. Donc il y a bien évidemment l'exploitation minière, il y a aussi les feux, il y a l'effet des cerfs et des cochons. Ça, c'est quelque chose aussi de très important. Et il y a une succession comme ça de petits événements qui au final facilitent les glissements quand il y a des fortes pluies. Il n'y a pas de PUD sur la commune de Wailou. Est-ce que vous envisagez d'en installer un ou d'en faire installer un jour? Oui, on commence à travailler sur cette question-là. Pour le moment, c'est la province qui est compétente dans ce domaine-là, mais on se pose
la question au conseil municipal pour aller de l'avant sur ce sujet-là. Et que fait la province Nord, justement, dans ces questions-là? Est-ce qu'elle vous accompagne ou pas assez? Oui, la province Nord nous accompagne depuis toujours. Est-ce que le maire est pénalement responsable quand ce sont des questions que se posent les Calédoniens. Le maire est-il pénalement responsable quand il y a des dangers, comme on a vu en 2016 avec tous ces éboulements? Donc oui, il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Il y a la responsabilité du gouvernement, responsabilité de la province dans le cadre des livrances de permis, et il y a aussi la responsabilité du maire par rapport à la sécurité des administrés. Jean-Brice Ehrenschmidt, le foncier, c'est un des piliers de l'accord de Nouméa, le foncier calédonien. Est-ce que, selon vous, on a assez travaillé cette question-là en Calédonie ou pas? Alors très clairement, il y a un chapitre entier, le chapitre 1.4 de l'accord de Nouméa qui concerne la terre, la question de la reconnaissance de l'identité kanak, la reconnaissance des territoires kanak. Il y a eu les assises du foncier en 2001, avec tous les acteurs politiques, économiques autour de la table, une liste très conséquente de résolutions, et en fait beaucoup de chantiers qui n'ont pas du tout été traités. Et aujourd'hui en Calédonie, il n'y a pas de politique foncière. On n'a pas une politique foncière du pays, on n'a pas une politique foncière provinciale. Ça, c'est une réalité. Et Madame Laurence Annuy, pour vous qui êtes architecte, est-ce que vous diriez qu'il y a des choses à améliorer de ce point de vue-là? C'était déjà recenser le foncier, savoir ce qui est viable ou pas. Je veux dire, c'est très important. Il y a du foncier dont on ne pourra jamais rien faire. Il y a du foncier qui se dégrade. Est-ce qu'il y a une photographie assez fine et assez claire de ce qu'il y a, de l'existant en Calédonie ou pas? Ou est-ce que c'est un travail qui reste à faire? Je pense qu'il est au moins à compléter. Il existe, mais il est forcément à compléter. C'est-à-dire à compléter, si on prend une fourchette, à 50%, à 60%, à 90%? Est-ce que vous diriez, vous qui êtes une professionnelle? Oui, mais bon, je ne m'occupe pas du foncier de toute la Calédonie. Oui, certes, mais vous êtes peut-être mieux informé que moi. Ce qui est recensé ou pas, je veux dire, on travaille dans chacun dans nos communes, mais je pense que c'est à envisager. Il faut continuer au moins tout le recensement du foncier constructible et pas constructible. Alors justement, on va essayer d'aller un peu plus loin avec cet encadré, cette photographie du PUD. On va essayer de mieux comprendre les règles en matière de construction et on va regarder ce mode d'emploi sur le PUD, sur le plan d'urbanisme directeur. On retrouve Antoine Le Teneur. Regardez. Le plan d'urbanisme directeur d'une commune est une planification concertée de son développement. Un document de référence qui permet d'orienter harmonieusement l'urbanisation et les voies de déplacement. Pour éviter les villes westernes, l'autorité municipale fixe ainsi les droits à bâtir, les ouvertures d'axes de communication, les zones naturelles ou agricoles à préserver ou les secteurs à urbaniser. Il s'agit de trouver un bon équilibre entre l'intérêt de bétonner pour loger et la préservation de la qualité de vie des habitants. L'élaboration d'un PUD commence par l'écriture d'un rapport d'orientation, une présentation de l'existant et de la philosophie générale de l'urbanisation future. Le PUD fixe ensuite les différentes zones et leur réglementation. Ainsi, les quartiers à urbaniser sont différenciés en fonction des hauteurs maximales des futurs bâtiments ou des secteurs réservés à l'industrie. Ce maillage répertorie aussi les zones écologiquement fragiles à préserver ou les terres agricoles à geler. Généralement, le PUD est ensuite soumis pour avis à la population via un commissaire enquêteur. Une fois le document approuvé par le conseil municipal, le PUD doit alors être voté par l'Assemblée de province compétente pour être validé. En Calédonie, seules 14 communes sur 33 disposent d'un véritable plan d'urbanisme directeur. 14 communes sur 33. Pascal Savoie, donc vous nous dites que vous n'avez pas de PUD. De quel autre outil disposez-vous donc pour administrer tout ce qui est construction sur votre commune? Donc sur notre commune, c'est assez simple, vu qu'on a quand même la majorité de la population qui vit sur terre coutumière. Il faut bien comprendre que le PUD n'a pas prise sur les terres coutumières. C'est vraiment la limite. C'est pour ça aussi qu'on se pose beaucoup de questions et puis qu'on veut aller de l'avant. Donc dans le cadre des constructions sur terrain de droit privé, on se retourne vers la province. Donc c'est toujours la province, les services de la direction de l'aménagement qui sont compétents pour traiter les dossiers. Ensuite, ils nous demandent un avis et une fois que l'avis est rendu, le futur bâtisseur a son permis de construire ou non.
Et donc, à la lumière de ce qui s'est passé à Waialou en 2016, en novembre 2016, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience de la part de la population, de vous-même, les acteurs locaux, on veut sortir de cette situation? Vous sentez qu'il y a une volonté commune avec les populations et avec les gens du terrain de trouver des solutions pour, on va dire, administrer mieux et sensibiliser mieux aux zones à risque sur terre coutumière notamment? C'est ça, oui, on a présenté l'étude avant-hier sur la tribu de Gouareux, donc il y a un réel désir de la population d'aller de l'avant. On cerne mieux le risque maintenant. Il y a le risque glissement de terrain, c'est sûr, mais il y a aussi le risque inondation, le risque de tsunami. Il y a aussi l'amiante qui crée beaucoup de dégâts. Donc on va de l'avant, on a plusieurs informations. La population s'est vraiment resserrée suite à la catastrophe. On sait que ça va prendre du temps. Il nous faut aussi donc avoir de la visibilité sur l'avenir, et il va falloir qu'on trouve aussi de l'argent, parce que quand on parle de bouger les populations, ça veut dire réouvrir des routes, ça veut dire lotir, ça veut dire viabiliser. Donc c'est là qu'est l'enjeu aussi, c'est dans le financement des investissements sur terre coutumière. Mais M. Boéhé nous parlait tout à l'heure de mémoire et de déplacement. C'est pas simple un déplacement, on peut pas déplacer les gens facilement. Ils ont une tradition, ils sont ancrés dans leur mémoire, dans leur terre, et c'est pour tout le monde pareil, que l'on soit kanak ou non kanak, on peut pas se déplacer, et je pense que vos travaux le montrent aussi, à vous. Comment est-ce qu'on arrive à faire comprendre cela ? Je pense qu'on est une civilisation et une culture qui est en mouvement, ça, il n'y a pas de problème. Donc c'est pas parce nos grands-pères et nos arrière-grands-pères ont vécu un moment, on peut aller habiter dans un certain endroit, mais avoir référence, avoir nos bases sur une tribu ou un autre endroit. Maintenant, c'est aux générations à venir de bien comprendre l'enjeu, de pas pour autant se couper de leurs racines et de leur terre originale, et de faire la navette entre le lieu d'habitation et le lieu de référence culturelle. Mais quand on a des clans qui accueillent dans des tribus, il y a des clans accueillis, des clans qui accueillent. Est-ce que tout ça se passe le mieux possible, Monsieur Boéhé, vous qui avez aussi une mémoire longue de ces questions-là? Effectivement, les populations dans le temps s'est déplacées. Et le mot clan accueilli, clan accueillant, c'est des mots qui existent parce que c'est des choses qui existent. Alors, ce que dit le maire, je suis totalement d'accord avec. Parce qu'on pourrait organiser, par exemple, un lotissement où les gens se retrouvent. Mais ça n'empêche pas, parce que être au lotissement, c'est une chose. Mais le manger tous les jours, parce que c'est pas là que c'est l'histoire d'habitation qui pose problème. Les gens, ils retrouvent chez eux. Ceux qui sont aujourd'hui à Poro. Mais ils sont à Poro. Mais le week-end, ils vont chez eux parce qu'ils cultivent. Ben, c'est pareil au village de Waialou. Dans tous les villages de l'intérieur, c'est comme ça. Ils habitent parce que c'est la facilité. Mais quand ils ont besoin de manger de la nourriture, les ignames et les tarots, c'est là-bas chez eux. Ils ne sont pas coupés. C'est ça que je disais tout à l'heure. On peut faire un lotissement en dehors de l'espace où c'est dégradé. Mais les personnes qui vont dans le lotissement ne sont pas coupés totalement parce qu'ils sont chez eux pour venir vivre. De temps en temps, ils viennent. C'est pas parce que le mauvais temps, il arrive peut-être une fois dans l'année ou une fois tous les 200 ans. Celui qui s'est passé en Gouareux, là, dans le temps, on voyait là où les enfants sont tués. Là. Il y avait les cailloux qui sont alignés comme ça. Ça veut dire qu'il y a 500, 600 ans, ben, peut-être la montagne est tombée. Après, les arbres, ils ont repoussé. Après, les vieux, ils sont venus réhabiter là. Mais il y a déjà eu ce genre de choses. Donc on le voit, Jean-Brice Ehrenschmidt, il y a une problématique sensible, une problématique compliquée, puisque là on parle avec de l'humain. Comment vous, en tant que chercheur, y a-t-il d'autres outils que ce fameux PUD qui est assez rigide finalement, on l'a compris? Est-ce qu'on peut trouver d'autres outils pour organiser l'espace et organiser, on va dire, une installation sur des zones plus sécures? Alors aujourd'hui, très clairement,
Le problème, il n'est pas que technique. Voilà. Il n'est pas que juridique ou technique. C'est pas que de la production de documents, des études scientifiques. C'est d'abord un travail, et ça a été dit tout à l'heure, un travail de concertation, un travail de terrain, endroit par endroit, qui peut faire avancer les choses. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'outils. La province Nord, vous évoquiez tout à l'heure le Marpousse. La province Nord a inauguré un outil qu'on appelle le Marpousse, qui cherche justement des solutions pour essayer de pouvoir faire des choses en terre coutumière. Juste pour décoder, modalités d'application de règles provinciales d'occupation et d'utilisation des sols. C'est ça. Grosso modo, c'est essayer de se rapprocher du PUD, si vous voulez. On voit bien, le PUD, c'est un outil qui est finalement, si c'est que dans 14 communes sur 33, c'est parce que d'abord, c'est très compliqué. Il faut des services techniques très compétents et c'est surtout en milieu urbain, finalement, qu'on arrive à les dérouler. Donc l'idée, c'est d'avoir des outils plus légers, plus faciles. Et l'idée qu'on préconise, enfin, parce que je ne suis pas que chercheur, on est aussi sur le terrain pour faire avec les gens. On a travaillé sur Yengen, sur Poum. Le GIE Océanide a travaillé avec la province Nord et avec les communes. On a essayé de mettre au point des méthodes de travail, de concertation avec les coutumiers dans différentes tribus de Yengen, de Poum, qui permettent effectivement complètement de changer la manière d'aborder les choses. Et c'est d'abord un problème social, c'est un problème d'assises foncières des uns ou des autres. On est dans des espaces, il faut bien se rendre compte que même s'il y a un rééquilibrage quantitatif au niveau foncier à l'échelle avec la réforme foncière, en revanche, c'est la qualité des terrains qui fait défaut. Et dans la plupart des tribus, on a effectivement soit des problèmes de pente, soit des problèmes de zones inondables, etc. C'est-à-dire qu'on a des problématiques physiques très fortes, mais on a aussi des problématiques sociales, culturelles très fortes aussi. C'est-à-dire que la conflictualité, l'histoire des clans, les trajectoires sont à chaque fois uniques. Chaque endroit est absolument unique. Et donc, si on ne peut pas avoir un outil qui va servir à tout le monde. On est obligé de faire du terrain, d'accompagner les gens, les maires, les populations locales dans un processus de concertation. Il n'y a que ça, c'est ça la solution. Madame Bouard, vous partagez cette vision participative des choses, vous qui avez travaillé sur les outils économiques pour créer de l'économie dans justement la ruralité, qu'elle soit sur terre coutumière ou autre, mais en province Nord. Tout à fait. En fait, les outils, on va dire, participatifs qui ont été développés pour faire du développement économique, ils peuvent être parfaitement adaptés à des problématiques environnementales, mais aussi aux problématiques d'habitat. Et il me semble ce qui est important à avoir en tête, c'est que ces mairies rurales avec beaucoup de terres coutumières, elles doivent vraiment relever plein d'enjeux. Enfin, elles ont des défis majeurs à relever. Elles ont des vraies contraintes qui sont les contraintes réglementaires qu'on a vues où les réglementations n'existent pas, donc il faut un peu toujours improviser. Il n'y a pas beaucoup non plus de moyens financiers pour justement réaliser cet aménagement des terres coutumières, puisque le fonds de péréquation communal il est pas adapté, enfin il tient pas compte de ces terres coutumières. Elles sont de très grande taille. Une commune rurale, c'est l'équivalent d'un canton en métropole, donc elles doivent gérer un habitat complètement éclaté. Donc tout ça fait pas mal de difficultés. Mais en même temps, il y a des forces qui sont justement que les gens connaissent leur espace, les risques qu'il peut y avoir, même si il y a un intérêt comme ce qui a été présenté hier à Wailou, c'est-à-dire de présenter une cartographie des risques précise dans des lieux précis et surtout de les mettre en débat. Et c'est là-dessus, c'est sur cette mise en débat, cette concertation que pourront se construire des négociations et peut-être des déplacements ou pas. Et juste le dernier point qui a été cité, c'est la question des multirésidentialités, c'est-à-dire que les gens peuvent être installés dans un lotissement la semaine et puis revenir le week-end pour travailler au champ et donc revenir sur ces lieux qui ont une valeur fondamentale pour les populations. Et tout ça, on ne sait pas faire avec les outils classiques, on va dire, d'aménagement, et c'est en ça qu'il faut innover sur ces questions-là. Votre réaction, Monsieur Sawa, à ces outils-là dont on parle là, le Marpousse notamment? Le Marpousse, oui, on a contacté la province Nord il y a déjà 2-3 ans de ça, dans le cadre de notre programme d'aménagement pour avancer sur cet outil-là. On a rencontré le GIE Océanide déjà plusieurs reprises pour essayer de mettre en place ça. Il y a juste des ajustements à faire, mais dans le principe, c'est ce qu'il nous faut. Il nous faut un outil qui nous donne de la visibilité afin de pouvoir prévoir les investissements. Et dans le cadre d'un plan pluriannuel d'investissement, il faut être sûr que
les populations dans les tribus, donc les différents clans, les différentes familles puissent se stopper à un moment, dire on s'arrête là pour 2-3 générations à venir, quoi, parce qu'il y a il y a un grand besoin de visibilité par rapport à l'aménagement du territoire. Madame Bouard parle de la taille des communes qui sont grandes, ce qui doit être en termes d'aménagement. Vous qui êtes garant des deniers de la commune, ça aussi c'est un paramètre à prendre en compte, parce que raccorder des populations, ça coûte. C'est simple, hein, pour la commune de Wailou, c'est 980 km². Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour 4500 habitants, donc ça fait 3-4 habitants au kilomètre carré. On a à peu près 400 km de réseau d'eau et 400 km de réseau de route. Donc c'est énorme. On passe une grosse partie de notre budget à faire de l'entretien, à raccorder des GDPL, des personnes qui veulent habiter là où... Parce qu'ils l'ont choisi. Parce qu'ils l'ont choisi, oui, mais c'est à nous ensuite qui incombe la responsabilité d'apporter de l'eau, du courant. Tout à fait. Et d'ouvrir des routes, quoi. Donc c'est vraiment très très cher et on travaille à rassembler les populations pour optimiser les coûts. Alors je le disais dans l'introduction, votre livre, Monsieur Ehrenschmidt, parle du Pacifique. Vous avez donc des expériences et vous êtes allé voir nos voisins, les Néo-Zélandais, vous êtes allé voir les Fidjiens. Est-ce que là-bas, par exemple, les Maoris ont trouvé des outils qui pourraient nous inspirer ici en Calédonie, qui pourraient inspirer les communautés culturelles pour administrer leurs terres coutumières et leur mémoire et leur tradition? Alors, les outils, je dirais, nos voisins ont surtout travaillé les outils fonciers, c'est-à-dire vraiment comment administrer la question foncière, comment améliorer la reconnaissance des clans ou non, puisque Fidji a fait marche arrière sur ce genre de choses. Il y a finalement chez nos voisins assez peu d'outils de planification et d'organisation de l'espace. En revanche, ils ont beaucoup avancé sur les questions foncières en tant que telles. Je pense par exemple à Vanuatu, où on a un tribunal foncier depuis 2001 qui a fait considérablement avancer les choses, avec quand même une difficulté, c'est que on n'a pas de cadastre coutumier, ils ne veulent pas en faire, contrairement aux Néo-Zélandais. Par contre, ils sont obligés, en traitant des conflits, on fait finalement du cadastre par défaut. On fabrique du cadastre là où il y a conflit. C'est intéressant. La démarche est intéressante parce qu'elle permet de régler les problèmes et en même temps laisser très libres les territoires coutumiers qui ne désirent pas mettre des limites, etc. Donc il y a des expériences qui sont très intéressantes qui permettent d'avancer. En revanche, on n'a pas la même prégnance des collectivités publiques. Là, une mairie en Calédonie, une province, elle a véritablement une fonction d'accompagnement, d'organisation, d'administration. C'est beaucoup plus léger chez nos voisins. Est-ce que, par exemple, les Maoris ont utilisé les outils du colonisateur pour administrer leur propre histoire? Alors, aujourd'hui, la stratégie des Maoris depuis 40 ans, ça a été d'abord d'occuper les postes de responsabilité. Il y a eu vraiment un enjeu humain d'abord. Avant de parler d'outils, ça a été l'humain. C'est-à-dire, à un moment donné, ils se sont dit, il nous faut 500 personnes qui aient un doctorat parmi les Maoris, et on va occuper le terrain politique. Et donc, aujourd'hui, on a même un ministère des Affaires Maoris, qui est en charge du développement économique maori. Et sur le plan foncier, sur la manière de promouvoir du développement et de l'aménagement en terre maori, il y a effectivement un accompagnement de la fonction publique, mais parce qu'on a des Maoris aux commandes. Ça a été ça, je dirais, la stratégie. Elle a été humaine d'abord, avant d'être des outils. Est-ce qu'on peut transposer cela à la vision de 400 cadres ici en Calédonie, où on a mis en place un dispositif qui permet de donner de la formation et de permettre aux personnes d'ici, de Calédonie, d'administrer à leur mesure? Bien entendu, je crois qu'en 25 ans, quand même, le paysage a beaucoup évolué, Dieu merci. On a notamment, pour prendre un exemple très technique, on a l'ADRAF, qui est vraiment l'organisme, qui est un organisme d'État, qui existe depuis longtemps. Et aujourd'hui, on a des Kanaks qui travaillent à la DRAF, qui sont des gens extrêmement performants, qui sont sur le terrain, qui connaissent parfaitement le terrain. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la réflexion, on en discutera sûrement tout à l'heure, mais la réflexion aussi, cette agence
l'urgence, elle a une fonction essentielle. Et là, typiquement, on a des Kanaks qui sont à des postes de responsabilité et qui accompagnent ce genre de mouvement. Et ça, c'est vrai qu'il y a eu un net progrès par rapport à... On peut en parler même tout de suite. Pascal Sawa, le transfert de la DRAF à la Nouvelle-Calédonie se fait attendre, on peut dire ça comme ça. Selon vous, ce cadastre coutumier qui est inscrit dans l'accord de Nouméa n'est toujours pas réalisé. Est-ce que, selon vous, c'est dommageable ou pas ? C'est sûr que ça, on peut considérer ça comme ça. Hein. Ensuite, il y a des étapes à franchir. Hein. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut pas s'affoler. Hein. Il faut bien poser la discussion au niveau des clans, au niveau des familles, des tribus. Hein. Il faut faire ça intelligemment pour pas que ce qu'on fait aujourd'hui, ça a un effet négatif demain, quoi. C'est pour ça que chaque chose à son temps, bon, ça s'accélère maintenant avec toutes les catastrophes qui nous arrivent. Mais en tous les cas, il faut toujours prendre le temps de rassembler et de trouver un consensus pour avancer intelligemment sur les différents défis qui nous restent à relever. Votre avis, Monsieur Éloi Boé, là-dessus ? Sur ce transfert de la DRAF, est-ce qu'il devrait être déjà fait selon vous ou est-ce qu'il faut accélérer ? Est-ce qu'il faut aller pour justement pouvoir trouver des outils et la DRAF qui a déjà des missions, mais peut-être repenser les choses ? Ben je crois que le dernier comité de signataires a bien dit les choses. Il faut redéfinir la mission de l'ANDRAF. Et une fois qu'on a défini la mission, sauf que il n'y a personne qui a envie de prendre l'initiative de faire. Moi, je siège au conseil d'administration et j'étais agent de l'ANDRAF. Je connais bien le fonctionnement de l'agence. Alors, la différence, c'est qu'il n'y a personne qui a envie de traiter la question foncière. Le monsieur, il rappelle simplement qu'il y a des agents qui sont chargés de faire ce travail-là. Mais le niveau dessus, là, c'est celui-là qui n'a pas envie de prendre sa responsabilité. Parce que c'était prévu par l'accord de Nouméa de transférer. Mais en le transférant, c'est à nous de nous organiser ici. Mais c'est comme le PND, c'est comme toutes ces choses-là. À quel moment, nous, les Calédoniens, on a un sursaut national pour dire, voilà, on fait ça. Mais ça, on n'a jamais fait. On parle de PND. Le maire, il évoque tout à l'heure. La commune demande à la province de faire ce que vous appelez, là, pas le PND, mais l'autre, là. Le Marcous. Mais moi, je pose quand même la question de fond, c'est que nous, tous les Calédoniens, c'est à quel moment on s'assoit autour d'une table, puis on dit, voilà la direction. Même si on a évoqué le schéma 2025, mais ce schéma 2025, là, il n'évoque pas tout. Il y a un certain nombre de choses qu'il évoque, mais on n'avait pas allé jusqu'au bout. L'ANDRAF, on devait le transférer. Pourquoi on ne s'assoit pas pour dire, voilà la mission de l'ANDRAF? Madame, c'est ça, quoi. Madame Laurence Anhuy, par rapport à ce que vous entendez, comment vous voyez cela en tant qu'architecte finalement et qui est amené à organiser les choses et à parler de réglementation aussi? Comment est-ce que quelle vision avez-vous de tout ça? Mais écoutez, une chose qui est sûre, c'est que bon, déjà, il faut dire qu'en terre coutumière, il n'y a pas de permis de construire, sauf c'est-à-dire que nous n'intervenons pas dans les lotissements ou dans l'établissement des gens. Mais les seules choses qui sont imposées, c'est quand il y a des constructions de type ERP, c'est-à-dire des établissements recevant du public, qui là, elles, doivent passer par des commissions de sécurité, etc., pour la protection des personnes. Mais oui. Monsieur Ehrenschmidt, par rapport à Madame Board, vous vouliez réagir? Par rapport à la DRAF, en fait, la DRAF en 30 ans, elle a fait un gros travail de réforme foncière. On a un rééquilibrage entre le foncier privé et le foncier coutumier. Maintenant, il reste quand même aussi un enjeu sur le domaine qui représente beaucoup d'espace. Quand vous dites le domaine, vous voulez dire quoi pour les téléspectateurs? Le foncier domanial, donc le foncier du territoire. Donc où là-dessus, d'ailleurs, il y a aussi des revendications. Il y a une partie de ce domaine qui est d'ailleurs déjà utilisé, mais pas de manière officielle. Il y a des choses encore à travailler. Mais il nous semble, on parlait des outils, juste vraiment clairement, la DRAF, c'est des compétences précieuses, des connaissances
extrêmement riche et fine des organisations sociales et spatiales locales. Et du coup, c'est un peu l'institution qui semble à même de pouvoir justement relever les enjeux qui sont apparus, comme sur la commune de Wailu récemment. Et peut-être que plutôt que, enfin en tout cas, une des premières étapes, même si c'est pas celle du transfert, c'est déjà juste parce qu'elle travaille déjà quand même depuis longtemps aussi sur l'accompagnement au développement. Donc retravailler sur ces missions-là, la réorienter là-dessus, parce qu'il y a vraiment un savoir-faire local là-dessus. Monsieur Ehrenschmidt, justement, si on parlait des missions qu'on pourrait envisager pour la DRAF notamment, quel est le mot qu'il faudrait retenir? Médiation, conciliation, accompagnement, qu'est-ce que vous diriez? Je crois qu'on peut parler de processus de concertation. La concertation, c'est avec les populations, on en a parlé tout à l'heure, il y a un travail vraiment de terrain. C'est la concertation aussi entre les institutions. Il y a quand même quand on a un schéma Nouvelle-Calédonie ou bien une stratégie provinciale et puis une stratégie communale, parfois ça ne marche pas bien ensemble. Donc il y a aussi tout ce travail de concertation interinstitutionnelle. Et typiquement une agence, effectivement, comme la DRAF, qui a une indépendance par rapport à ça. Certes, elle a un conseil d'administration avec tous ces gens-là, c'est aussi une plateforme de discussion. Et donc, elle est déjà au cœur de la concertation. Et là, il y a effectivement, je pense, un travail à mener. Vous le faites. Je voudrais revenir sur ce que disait Monsieur Boé tout à l'heure. Effectivement, quand est-ce qu'à un moment donné, on va se mettre ensemble? Il existe déjà les arènes et les plateformes pour discuter. Il a parlé de 2025 aussi. Bien sûr, le schéma d'aménagement 2025, NC 2025, il y avait des choses extrêmement intéressantes là-dedans. Certes, c'est pas complet. On a également ce qu'il faut bien comprendre. On a aujourd'hui le Sénat coutumier, vous me le confirmerez, qui a quand même posé sur la table il y a quelques mois le besoin de lancer un grand plan Marshall parce que le monde coutumier, le monde kanak va pas bien. Et il va pas bien, nous on le voit sur le terrain. On le voit sur le terrain, les jeunes sont en difficulté parce qu'ils savent pas où s'installer. On parle toujours de la sécurité, alors on parle de sécurité physique, éboulement, etc. La plus grande insécurité aujourd'hui en milieu kanak, c'est l'insécurité foncière. Le nombre de clans qui sont assez mal assis, c'est comme ça l'expression qu'on donne, là où ils sont, le nombre de situations difficiles, parce que déplacement de population, parce que toutes les raisons historiques que l'on connaît. Aujourd'hui, je dirais l'insécurité foncière, c'est une violence. C'est une violence vécue de l'intérieur. C'est ce que les gens expriment sur le terrain. Et ce sentiment d'insécurité, aujourd'hui, il y a effectivement un travail à mener qui est considérable. Il faut se donner peut-être 20 ans ou 25 ans pour le faire, mais il y a effectivement un travail considérable à mener sur des schémas d'aménagement, sur des plans de développement, sur de l'accompagnement pour fixer les jeunes sur place, parce qu'ils partent. On a un travail considérable à faire qui est un travail de concertation, un processus de concertation multi-acteurs. La DRAF, comme d'autres, peuvent participer à ce travail-là. Et simplement, juste pour finir, je ne veux pas occuper trop le micro, mais il me semble vraiment que cette notion, on parlait d'insécurité par rapport effectivement à des éboulements, etc. La notion de sécurité, c'est la vie, quoi. Les gens peuvent commencer à penser développement, épanouissement, si on a cette sécurité-là. L'insécurité foncière aujourd'hui, elle est réelle dans beaucoup d'endroits de la Calédonie. Et on a des dégâts sociaux derrière. On m'a raconté une histoire encore hier. Dans le milieu médical, on le sait, on a un vieux monsieur qui a besoin d'un respirateur. Ce respirateur, il a besoin d'électricité. Le monsieur, il n'a pas l'électricité. Pourquoi il n'a pas l'électricité? Parce qu'on a un conflit foncier, parce qu'on n'a pas encore pu tirer les fils, parce que financièrement, on n'a pas les moyens. Et bien le monsieur, il retourne dans sa tribu, il n'a pas son respirateur parce qu'il ne peut pas le recharger. Ce sont des situations sociales. On est dans des drames sociaux à cause de cette insécurité foncière. Alors justement, la question va à M. Boé. Comment le Sénat coutumier peut régler ce genre de problématique et finalement donner la possibilité à aider les populations à s'installer sur terre coutumière dans un climat apaisé, j'entends, sans conflictualité. Oui, Monsieur Rodota, je crois que c'est des questions qui arrivent souvent, ça. Mais jusqu'ici, personne n'a empêché l'autre de faire. La question de fond, c'est comment on se concentre pour que les choses ne viennent pas au mal. Je veux dire, dans un espace, et le maire, il peut le témoigner. Quand une tribune demande l'électricité, mais il ne demande pas comme ça.
Une demande parce que il a fait la demande. C'est une concertation tribale. Avant de demander à la mairie, ben c'est le conseil qui se réunit pour dire on demande ça. Alors, pour ce monsieur qui est évoqué là, c'est peut-être des problèmes qui sont internes à eux. Mais moi, je le dis fortement, le conseil, il est là pour régler ce genre de choses-là. Mais souvent, c'est pas toujours aussi facile que ça. C'est pas toujours facile. La question qui est posée, c'est comment on fait. C'est pour ça, moi je parle souvent, c'est comment on se concerte dans ce genre de dossier-là. Voilà. Je crois qu'il faut qu'on... Moi, je suis un peu... Je suis comme ça, mais peut-être je dis les choses à ma manière. J'ai souvent dit ça. C'est à quel moment on s'assoit pour trouver la solution. On ne peut pas toujours dire, mais voilà, il y a ça. Voilà, il y a ça. Quand vous évoquez le problème du PND, madame l'architecte l'a dit, ça pose un problème. Effectivement, parce que c'est les histoires de Cathy, là. Mais les Cathy, parce que c'était comme ça que c'était pensé. Le PND, c'était comme ça que c'est pensé. Mais à quel moment que nous, on dit, mais tout ça, il faut qu'on arrive à passer au-dessus. C'est quoi le sursaut calédonien pour trouver une solution à toutes ces choses à nous, là? Ben, on n'a rien fait. On est tous responsables, quoi. On parle de guide, nous demande un téléspectateur, un guide pratique pour la gestion du déplacement des personnes dans la zone. Est-ce que ça vous paraît être une idée recevable, Monsieur Sawa, pour savoir où on peut s'installer, comment on peut s'installer, pour ne pas avoir à aller vers des zones à risque, créer un guide ou des guides ou un livre qui pourrait recenser ce genre de choses, selon vous? Oui, effectivement, ça pourrait être une bonne idée. On va travailler aussi, on va lancer un autre plan communal de sauvegarde. Donc ça va permettre de donner de la visibilité à la population concernant les différents types de risques. Et ça va permettre à tout le monde d'avoir l'information clairement. Il va falloir aussi qu'on travaille sur différents types d'outils de communication à disposition des différents types de populations aussi. Parce qu'il y a un guide, par exemple, il y a des personnes qui ne savent pas lire, des vieux qui ne voient pas bien. Donc c'est bien sûr accessible à une certaine partie de la population. Ensuite, il faut quand même donner l'information à tout le monde. Donc il y a ce type d'outils qui peut être mis en place, mais on travaille aussi sur d'autres types d'outils. Donc on va se voir incessamment sous peu avec la sécurité civile, parce qu'ils ont quand même l'expérience dans ce domaine-là pour avancer, pour faire quelque chose de cohérent. Sur l'aménagement et le développement des terres coutumières, on sait qu'il y a des choses qui ont été faites, notamment en termes économiques. Je pense aux ZODEP qui permettent de créer de l'économie. Est-ce qu'il faudrait s'inspirer de ces outils-là pour aussi créer des zones qui permettraient de pouvoir s'installer et valoriser justement ces espaces? Oui, c'est sûr que c'est un bon outil en termes de développement et d'aménagement de territoire. Ensuite, ce qu'il faut surtout, c'est beaucoup d'humanité dans les échanges et dans la conception de comment on accueille le voisin, le frère. Donc on fait partie du même sapin ou du même cocotier. On a les mêmes racines, qu'on soit blanc, noir ou autre. C'est de la compassion, c'est beaucoup d'amour. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on peut tranquillement avancer vers la suite pour nous, pour les générations à venir et pour toutes les autres communautés qui habitent le territoire, quoi. Madame Board, sur vos outils dont vous parlez dans votre ouvrage sur la ruralité kanak, vous parlez des outils qui s'appellent CODEV, qui permettent aussi de créer de l'économique sur terre coutumière, et notamment dans des zones qui ne sont pas forcément exploitables, mais qui sont valorisées grâce à cela. Les ODEV, c'est une bonne idée, et comment peut-on aller plus loin dans cette démarche-là? Alors, le dispositif ZODEP, je le connais pas. Je l'ai pas étudié plus que ça, donc je connais pas bien. Et puis je pense qu'on n'a pas encore autant de recul en termes d'impact sur le long terme. Mais ce qui ressort de toutes ces opérations, à la fois le code de développement provincial, mais surtout après quand on a localement un programme de développement local, comme plutôt une OGAF qui fait intervenir le dispositif CODEV sur un territoire pendant quelques années. À chaque fois, ce qui ressort et ce qui permet de faire avancer les choses, c'est que les gens se mettent des différentes tribus, de la mairie, de la province, que tout le monde se met un peu autour de la table pour essayer de mettre en place des moyens, notamment financiers,
de faire un gros effort financier pendant quelques temps et de se concerter et se mettre d'accord sur en termes de foncier où est-ce qu'on va travailler, où est-ce qu'on peut travailler et où est-ce qu'on ne peut pas travailler de manière individuelle ou potentiellement de manière collective selon les types de projets. Et c'est ça qui est la plus forte réussite de ces opérations-là. Alors, juste une précision pour nos téléspectateurs. Quand vous dites OGAF et quand vous dites CODEV, vous voulez dire quoi? Alors, une OGAF, c'est une opération groupée d'aménagement du foncier. Alors, c'est un vieux terme, mais en gros, c'est un projet de développement local qui, pendant quelques années, il y a les principaux bailleurs du développement en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire les provinces, le ministère de l'Agriculture français, la DRAF. Voilà, en fait, c'est ces différents bailleurs qui se mettent ensemble, qui mettent tous leurs moyens financiers en appui au développement local pendant 5 ans sur une commune. Et localement, on a souvent un animateur qui est dédié à la mise en place de ce projet-là. Et du coup, on a vraiment quelqu'un qui est là sur le terrain, qui va organiser des réunions, qui va mettre en débat la mise en place de projets individuels. Et cet animateur, il va être autour de lui. Souvent, il va avoir plein de représentants des différentes tribus, des coutumiers, des représentants du monde économique local. Et tous ces gens-là se mettent à travailler ensemble, voilà. Et surtout, ils discutent des possibilités ou pas de travailler les terres coutumières. Et le CODEV, c'est le code du développement. Alors, le CODEV, en fait, c'est la politique publique de développement provincial. Donc, c'est le code de développement provincial. Et donc, c'est pas tant la réglementation qui est intéressante. Ce qui est intéressant en province Nord, c'est qu'il y a différents types de projets. Des projets à plus ou moins vocation on va dire économique marchande, et on a des projets qui simplement visent à améliorer les conditions de vie et surtout des conditions de production agricole locale pour aider justement à avoir une petite production, on va dire vivrière, et donc pour les gens à rester et pouvoir subvenir à rester sur leur... Alors Jean-Brice Ehrenschmidt, on l'a entendu quand M. Savoie en parlait il y a quelques minutes, il parle de... travailler avec la sensibilité de chacun finalement, parce que là on est dans la tradition, on est dans des questions de lieux qui déterminent l'identité des groupes sociaux, donc il faut aller vraiment dans des options où on va respecter l'autre plus que ailleurs. Oui, et je crois que ce qui a été dit va même au-delà. C'est-à-dire que, bien entendu, il y a le respect effectivement des identités claniques, de leur terre, de leur ancrage dans les lieux. Mais ce que j'ai entendu ce soir, c'est qu'il faut un projet de société. C'est-à-dire qu'il faut effectivement un engagement au-delà du monde kanak, au-delà du monde urbain. C'est ce qu'on entend ce soir. C'est qu'il faut qu'on se lève tous, on est tous co-responsables. Le destin commun, c'est ça. C'est bien qu'on mette toutes nos forces techniques, institutionnelles autour d'un projet de société, savoir qu'est-ce qu'on veut faire, quel est l'avenir de nos tribus, quel est l'avenir de nos communes rurales qui ont pourtant une fonction essentielle qui est de nous nourrir à l'avenir. Donc là, il faut essayer effectivement de prendre de la hauteur. C'est dans le respect de chacun individuellement à l'échelle locale, mais c'est dans le respect de chacun aussi entre communautés, entre communes, entre institutions, etc. Et là, effectivement, moi, ce que j'entends ce soir, et je suis heureux de l'entendre, on a besoin d'un projet de société. On a besoin de mettre au service d'un projet de société nos outils administratifs, juridiques, techniques. Et tant qu'on n'a pas la direction et qu'on ne sait pas où on va, tant qu'effectivement on n'a pas posé tous ensemble, que le politique s'est pas mis autour de la table en disant bon, là notre marge de manœuvre aujourd'hui elle devient très étroite. L'avenir du monde rural, la marge de manœuvre est très étroite, que ce soit dans le monde kanak comme dans le monde calédonien rural, sur l'agriculture. Donc aujourd'hui, on n'a pas tant de temps que ça, et on a eu nos années où on avait des moyens pour le faire. On a maintenant des réductions budgétaires à tous les étages. Aujourd'hui, c'est la concertation qui va être la solution. Votre réaction, M. Savoie ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est l'enjeu qui nous anime. On a une politique au niveau communal qui donne de la visibilité à court et moyen terme. Donc on revoit tout ça, parce que l'actualité et les dotations naturelles, on va dire, nous l'obligent. Donc c'est pour ça qu'on revoit toute notre politique pour vraiment donner de la visibilité sur 10 ou 15 ans. On ne peut pas juste faire au plus urgent. C'est sûr qu'on peut, parce qu'on est dans l'urgence, mais il faut ouvrir de grandes perspectives. En face, bien sûr, avec les différents partenaires, que ce soit provincial, gouvernemental et le Sénat coutumier, parce que c'est ce qui nous attache aussi, on va dire ça comme ça. Mais en tous les cas, il va falloir
qu'on se serre les coudes. Et est-ce que sortir finalement des idéologies, on va dire, politiques foncières, c'est pas le plus difficile? Parce que, voilà, on est dans la conflictualité et c'est souvent ce qui bloque. Oui, mais il faut faire la transition. On parle de transition écologique, on parle de transition économique, il faut faire aussi la transition mentale. Donc on est à l'âge, on va dire, de raison, après plus de 30 ou 40 ans de lutte, que ce soit politique, que ce soit ethnique. Il faut qu'on accouche, on va dire ça comme ça, parce que la jeunesse se sent mal. C'est un peu dommage de dire ça comme ça, mais on peut pas vivre en conflit éternellement. Ensuite, c'est ce qui crée, c'est ce qui crée de gros problèmes au niveau de l'échec scolaire, au niveau des addictions, au niveau de tous les conflits et tous les fléaux qui nous percutent au jour d'aujourd'hui. Monsieur Savoie nous dit, Madame Bouard, que finalement il y a aussi le facteur démographique quand il parle de jeunesse qui frappe à la porte et qui est vraiment aussi, elle, soucieuse de pouvoir s'intégrer de manière comme tout le monde et sans avoir justement ces conflictualités, ces difficultés en termes de ruralité et d'installation sur le foncier coutumier. Oui, c'est sûr que il y a vraiment un enjeu d'installation sur pas mal de réserves qui sont très à l'étroit. Alors, j'ai l'impression que c'est selon les endroits, ça se passe de manière plus ou moins fluide, il y a quand même pas mal de travaux, notamment dans le livre de Jean Brice, où on voit que dans certaines communes ou dans certaines vallées où il y a eu des GDPL, pour le coup, qui sont situées dans des zones un peu plus protégées, enfin moins soumises au risque type inondation ou éboulement, où les jeunes vont s'installer sur ces zones. Mais il reste là aussi quand même toujours des enjeux propres aux terres coutumières. Comment est-ce qu'on finance une installation sur ces terres de GDPL ? Parce que la mairie ne pourra financer l'AEP que jusqu'à l'entrée du GDPL, mais après, s'ils vont au milieu du GDPL, il va quand même falloir tirer l'électricité, l'eau, et tout ça, ça a un coût, en sachant que le projet de construction de la maison, ça va être forcément difficile à financer puisqu'il ne peut pas être financé par les outils classiques d'appui financier type banque. Donc voilà, il y a aussi tout ça à organiser et à penser. Madame Laurence Almu, vous voulez réagir ? J'aimerais réagir là-dessus parce que je pense qu'il y a ce qui manque. C'est la transmission de la parole déjà pour prévenir les gens, les anciens, les vieux qui savent que telle montagne, etc. Mais je prends par exemple ça comme exemple. En province sud, il existe une délibération concernant les règles de constructibilité en zone habitable, en zone inondable, pardon. D'accord. Donc cette délibération, elle définit le type de risque et elle définit également les conditions dans lesquelles on peut construire par rapport aux aléas, forts, moyens, faibles, etc. Pourquoi est-ce que ce texte n'existe pas en province nord, où il y a, sinon plus, de problèmes d'éboulement de terrain, de crues, etc. Bonne question que nous aurions pu poser à un représentant de la province Nord, que nous avons invité à cette émission et qui a décliné notre invitation. Donc on pourra transmettre la question au représentant de la province Nord. Pascal Savoie, j'ai envie de vous demander, et après ce qui s'est passé, après la douleur, après la joie de la retrouvaille de ce corps, aujourd'hui, qu'est-ce qui doit commencer selon vous? Qu'est-ce qui est impératif? Est-ce qu'il faut commencer à discuter avec les familles qui sont maintenant à mettre à l'abri? Comment ça va se passer? Et après, j'ai envie de vous demander. Donc concrètement, ce qu'on a fait avant-hier, c'est qu'on leur a rendu la carte sur l'aléa glissement de terrain. Ils nous ont demandé un peu de temps, ils nous ont demandé d'aller encore plus en profondeur sur le zonage, donc c'est ce qu'on va faire. Une fois que ça se sera fait, on aura des grosses sessions de discussion et d'échange, parce que on attend de leur part qu'ils trouvent des solutions, on sera là pour les accompagner, mais on ne peut pas se substituer à eux, donc c'est aux gens localement, aux familles et aux clans de revoir leurs liens, que ce soit dans la zone en particulier ou sur la commune en général, et de nous proposer des solutions. Pour que les solutions émergent des gens eux-mêmes. C'est ça. Pour que ça tienne en fait. Ça tienne, oui.
D'un autre côté, on va travailler aussi sur la mise en place d'un nouveau lotissement communal sur foncier de droit privé. Donc on va essayer on va faire avancer les deux en même temps, mais il va falloir vraiment que les gens des tribus nous proposent des choses qui respectent bien sûr les différents types d'aléas pour aller de l'avant. On va terminer cette émission par un petit tour de table. Jean-Brice Ehrenschmidt, on a compris, un projet de société, et j'ai envie de dire qui voit loin, c'est-à-dire au-delà du temps des mandatures. C'est un peu ça que vous disiez ce soir. Très clairement, c'est à ça que servent ces outils d'ailleurs. C'est comment on imagine son futur, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants. On essaie de le traduire à la fois dans des plans d'urbanisme, dans des plans... Parce que l'enjeu, c'est vraiment le long terme. Et ça permet non seulement d'avoir cette vision, de discuter, d'avoir un diagnostic commun ensemble, entre acteurs, entre populations, et de se projeter sur l'avenir. Et ça permet aussi de donner une feuille de route. Parce que ce qui manque beaucoup aussi dans les communes, au-delà des mandats, c'est d'avoir effectivement des objectifs de long terme et de voir comment chaque équipe municipale ou chaque équipe provinciale peut s'inscrire dans un schéma de long terme et proposer un certain nombre de jalons avec un plan d'action. En 5 ans, on ne fait pas l'aménagement de toute une commune. Il faut prévoir ça sur 20, 25 ans. Et donc, effectivement, ça transcende complètement les mandatures. Madame Bouard, votre conclusion en quelques mots? En fait, c'est vraiment tous ces différents enjeux, comment réussir à progresser sur chaque enjeu, le réglementaire, hein, comme vous le disiez, voilà, définir les zones inondables, peut-être aussi des systèmes de déclaration d'installation préalable sur terre coutumière pour justement pouvoir commencer à discuter. On a des besoins aussi en termes de connaissances, hein, simplement connaître les zones à risque, des besoins en termes d'outils de financement. Alors pour les communes, mais aussi peut-être sur les politiques minières pour essayer justement de limiter et d'accompagner mieux les sociétés minières à travailler en respectant mieux l'environnement pour éviter que les zones qui sont travaillées maintenant changent de ce point de vue-là. Et puis la concertation, évidemment. Madame Laurence Annu, votre conclusion en quelques mots? La conclusion, je fait partie de ce que j'avais dit précédemment, c'est-à-dire que pour moi, ce qui est important, c'est la transmission par la parole de tout cela, mais également de l'information, c'est-à-dire, je parlais de ces réglementations sur la province sud qui définit vraiment le type des aléas et qu'est-ce qu'on peut faire sur le terrain en question par rapport à ces aléas, mais je pense que avant d'attendre, parce que moi je trouve merveilleux que des études soient faites, etc., que tout le monde se concerte pour faire avancer les choses, mais ça risque de prendre beaucoup de temps. Donc est-ce que les provinces qui n'ont pas de PUD, enfin les communes qui n'ont pas eu de PUD, ne peuvent-elles pas déjà faire un outil de communication qui peut se résumer très simplement, hein, c'est 1 ou 2 feuillets qui peut être distribué à droite à gauche pour que déjà les gens puissent se préserver de ce qui pourrait leur arriver. Des zones à risque. Voilà, sur les zones à risque. Éloi Boël, votre conclusion par rapport à cette discussion? Moi, je crois que je l'ai dit. Je souhaite qu'on s'assoie autour d'une table. Parce que il y a certaines compétences qu'on ne peut pas bouger comme ça. Mais la solution, c'est qu'on s'assoit. Madame dit, en province une, voilà ce qu'ils ont fait. Mais la limite de ce que fait la province une, sur terre coutumière, c'est difficile. Oui, mais ça, on le conçoit. Alors, il faudra qu'on s'assoie autour d'une table. Parce qu'il ne faut pas que l'investissement, il ne faut pas que les règles vont dans le sens contraire de ce qu'on veut faire sur terre coutumière. Il faut que les règles qui sont applicables sur terre de droit privé peuvent aussi contribuer au développement des terres coutumières. Voilà, et Monsieur Savoie, votre conclusion? Oui. Donc oui, moi pour conclure, je vais tout d'abord encore une fois remercier l'ensemble de la population qui nous a aidés depuis la catastrophe du 22 novembre. C'est une chose importante que je souhaite répéter au nom de toute la population de Wahilou. Ensuite, d'un point de vue communal, c'est sûr qu'il va falloir qu'on se projette sur les 10-15 années à venir pour mettre en place un véritable projet de territoire. Et pour conclure, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure concernant le fait qu'il faut mettre beaucoup d'humanité dans toutes nos réflexions, dans toutes nos actions pour faire en sorte de considérer chaque personne comme son frère ou comme sa sœur pour avancer intelligemment ensemble en Nouvelle-Calédonie. Merci à vous tous d'être venus dans ce débat. C'est la fin
de cette émission. Il me reste à remercier bien sûr toute l'équipe technique qui m'a aidé à la réaliser. Demain, en lieu et place du journal de 19h30, une édition spéciale sur Wailou vous sera présentée. Nous, on se retrouve le mois prochain pour un autre débat. Eh bien, restez avec nous sur NC Première pour la suite de vos programmes et passez une très très belle soirée. Retrouvez cette émission sur ncpremière.nc.